Bonjour à tous et merci d'être venus m'écouter aujourd'hui pour parler du contrôle des privilèges. Alors, avant de parler du contrôle des privilèges et de notre solution, on va quand même vous dire un petit peu qui nous sommes. Ça durera à peu près 25 minutes sur 30. Non, c'était pas très drôle. On va parler plus précisément ensuite du dilemme du contrôle des privilèges. Qu'est-ce que ça signifie de contrôler les privilèges? Pourquoi c'est toujours très compliqué d'accorder ou de retirer des privilèges à un utilisateur? On va vous montrer un petit peu comment notre solution EPM peut répondre à cette problématique du contrôle des privilèges. Et on va passer sur une petite phase de démonstration du point de vue de l'utilisateur. Et si ma connexion Internet veut bien fonctionner, on verra également la console d'administration, la partie analytique qui peut être intéressante pour comprendre ce qu'il se passe sur l'environnement, de manière à affiner les politiques, prendre des mesures qui nous permettent d'affiner le contrôle des privilèges. Alors, Beyond Trust, qui sommes-nous? Notre mission, nous sommes un éditeur américain qui a un peu plus d'une vingtaine d'années d'existence sur le marché. Notre mission, c'est de protéger l'accès aux privilèges. Quand on dit l'accès aux privilèges, c'est au-delà de l'accès à un système ou à un compte, mais c'est véritablement comment un privilège est assigné à un utilisateur, consommé et éventuellement retiré de manière dynamique, de manière à laisser le moins possible le champ une exploitation malveillante. Okay. On travaille également sur la découverte des chemins cachés des privilèges, puisqu'il y a dans un environnement d'entreprise des moyens détournés par lesquels on peut obtenir un privilège. Si par exemple vous êtes simple utilisateur mais avez des droits d'administration sur un outil qui fournit de l'identité, eh bien vous avez une manière peut-être cachée et détournée de vous octroyer des privilèges. Donc on travaille aussi là-dessus, sur la découverte et sur les recommandations qui permettent de renforcer votre posture d'identité. Alors les différents chemins d'accès aux privilèges qui sont notre cheval de bataille, on peut penser d'abord aux comptes, les comptes utilisateurs, comptes machines également. On peut également penser aux agents IA. Ce sont des identités aujourd'hui, identités machines, mais qui ont des privilèges. Et donc on travaille autour de ces différents comptes pour pouvoir limiter le scope, limiter le périmètre de leurs privilèges et faire en sorte que tout soit sous contrôle et assigner ce qu'on appelle du just in time et just enough, c'est-à-dire uniquement lorsque c'est nécessaire et uniquement pour les privilèges nécessaires, pour la tâche nécessaire. On travaille également sur la protection des secrets. On fait du coffre-fort qui vous permet d'aller volter, en franglais, d'aller protéger les secrets, donc des clés API, des clés SSH, des crédentials, ce genre de choses-là. On va pouvoir gérer en fait ces secrets, en gérer la rotation, gérer la libération, l'injection et faire en sorte qu'ils puissent être mis à disposition sous contrôle sans jamais être exposés. On est capable également d'aller analyser la posture de sécurité et de configuration des environnements d'identité de manière à vérifier si, selon certaines campagnes d'attaque, vous êtes exposé à un certain nombre de vulnérabilités. On travaille également sur les sessions à distance, comment on met à disposition un environnement sous contrôle, en contrôlant les flux, en contrôlant les identités, et ce, sans avoir besoin de mettre en place un VPN qui n'est pas suffisamment granulaire et qui peut manquer d'approche Zero Trust. Donc on va venir proposer avec notre solution de Bastion une approche beaucoup plus granulaire de l'accès à distance. Et enfin, je l'ai mentionné déjà, le travail sur les chemins cachés de privilèges et sur les privilèges excessifs. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette notion de privilège potentiellement excessif sur les environnements utilisateurs. Dernière slide qui parle de qui nous sommes, et on va parler un petit peu plus après de la gestion des privilèges. Nous avons en fait une solution, une plateforme unifiée de solutions qui nous permet donc d'aller adresser ces privilèges. On adresse des besoins qui sont actuels et également les besoins de demain. Quand on parle des besoins de demain, c'est des besoins qui sont en train d'exploser aujourd'hui. L'Agentic AI, par exemple, tous les besoins d'automatisation, tout ce qui est la culture DevOps sur lequel on va être très souvent amené à consommer du secret, à devoir injecter du secret et à devoir protéger ces secrets. Comment est-ce que l'on passe en fait
d'une gestion des accès, donc comment j'accède à un compte, comment j'accède à un système, à une gestion beaucoup plus fine des privilèges, eh bien, c'est notre métier. Et sur les postes, on va pouvoir s'intéresser à, grâce à la solution EPM, aux permissions d'un utilisateur précisément sur une tâche ou sur une exécution. Le vrai dilemme sur la gestion des privilèges, sur un poste utilisateur, c'est que si on regarde bien sur les systèmes Windows, mais c'est un peu vrai également sur Mac, les profils par défaut qui existent sur les utilisateurs, c'est soit on est utilisateur standard, soit on est administrateur. Il n'existe pas vraiment d'intermédiaire. Or, si on est utilisateur standard, ben, très souvent, on va manquer de certains privilèges qui nous permettraient, par exemple, modifier les paramètres de votre contrôleur réseau. C'est quelque chose de simple, mais un utilisateur standard va avoir un prompt UAC qui lui dit ben, j'ai besoin que tu me rentres des credentials administrateurs pour pouvoir changer les paramètres de ta carte réseau. C'est quand même un peu dommage. Un utilisateur standard devrait pouvoir le faire, et pourtant il ne le peut pas. Ça va générer des appels au support technique, ça va générer une baisse de productivité, une insatisfaction. Et quand on a des utilisateurs qui sont très souvent confrontés à ces prompts UAC parce qu'ils veulent exécuter une application qui nécessite un privilège, on crée une insatisfaction et on finit par répondre à cette insatisfaction en rendant l'utilisateur administrateur de son poste. Or, en étant administrateur de son poste, on tombe en fait dans le déséquilibre inverse. Il a peut-être et certainement beaucoup trop de privilèges. Trop de privilèges qui veut dire, excusez-moi, je suis un petit peu trop vite, qui veut dire augmentation évidemment des risques. Alors, ce n'est pas forcément des risques liés à une attaque, ça peut être aussi des risques liés à une mauvaise utilisation de ces privilèges, un manque d'attention et de configuration, par exemple, une mauvaise configuration. Le juste milieu, c'est de pouvoir utiliser un compte standard, mais de pouvoir, à la volée, lorsqu'on en a besoin, et uniquement pour la tâche nécessaire, réaliser l'élévation lorsqu'on en a besoin, lorsqu'elle est justifiée, lorsqu'elle est sous contrôle et qu'elle est approuvée. On va pouvoir exécuter et analyser une exécution et choisir si cette exécution est légitime, l'autoriser. Si elle n'est pas légitime, la bloquer. Si l'accès à un type de fichier, par exemple, est légitime, avec l'application qui est utilisée pour l'éditer, est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas? Tout cela est défini par la politique et va nous permettre de dire si un utilisateur peut ou pas, en fonction de son profil et en fonction de l'application qu'il va exécuter. On va également pouvoir gérer l'élévation. Dans notre solution, on gère de la même manière une exécution d'application, le contrôle d'application et le contrôle de privilèges. C'est un seul et même processus dans lequel on va éventuellement réaliser une élévation de la tâche si elle le demande. Et on le verra sur la démonstration, certaines applications demandent une élévation et on peut le faire de manière transparente parce qu'on connaît cette application, qu'elle est de confiance et que l'utilisateur qui l'utilise est digne de confiance lui aussi. Comment ça fonctionne en pratique, en technique? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir dans la démonstration, donc un petit schéma, c'est toujours plus pratique. L'utilisateur réalise une demande. Alors, quand on dit une demande, c'est une exécution. J'ouvre un fichier, je lance une application, je veux modifier un paramètre du système d'exploitation, par exemple. C'est une exécution de tâche. L'agent qui tourne sur le poste va intercepter cette exécution, va analyser la politique, il va regarder les propriétés en fait, de l'exécution, de l'application. Est-ce que ça tombe sur une politique? Est-ce que cette politique m'autorise ou pas à exécuter cette tâche? Et on envoie un feedback à l'utilisateur. Application exécutée, application bloquée. Dans tous les cas, on va également loguer ce qui s'est passé. Alors, le logging est optionnel, hein, vous pouvez choisir de l'activer ou pas. Pour les applications qui n'ont pas de valeur à être loguées, on peut le désactiver, ça fait toujours moins de bruit. Et puis lorsqu'on est un petit peu plus attentif à ce qui se passe, on va pouvoir activer le logging. Et grâce au log, on va pouvoir affiner la politique, comprendre ce qui se passe. Mais on va également pouvoir alimenter d'autres systèmes, comme des SIEM par exemple, pour leur permettre d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus importante et beaucoup plus précise d'une chaîne d'attaque par exemple. Il y a eu une exécution, une élévation, un changement de mot de passe, ce genre de choses-là. Et tout cela corrélé avec les informations de PM permet de mieux comprendre ce qui a pu se passer. Il y a à peu près une quinzaine d'applications différentes. Alors quand on dit application, encore une fois, une librairie, des com classes, ce genre de choses-là, ça rentre dans ces types en fait, de fichiers qu'on est capable de prendre en charge ou de types d'applications. Et il y a à peu près une trentaine d'attributs
que l'on peut cibler pour définir comment ce qui forme une application. Un éditeur, un exécutable, un emplacement, le type de fichier, est-ce qu'elle demande ou pas de l'élévation, est-ce que le propriétaire de cette application est connu et de confiance ou pas. Tout ça, ce sont des attributs que l'on peut lire pour pouvoir définir la politique et donc affiner notre politique. Je peux par exemple permettre à un utilisateur d'exécuter une application si c'est moi, administrateur, qui lui est fourni, qu'il est préinstallé sur son poste. Mais s'il prend exactement le même package et qu'il le télécharge Internet, qu'il essaie de l'installer lui-même, ça sera bloqué. Donc comme ça, on peut effectivement contrôler la provenance des applications. On peut faire de l'élévation just in time, c'est-à-dire qu'au lieu de donner les pleins pouvoirs à un utilisateur en étant administrateur et donc en réalisant toutes les élévations qu'il le souhaite, l'élévation est faite pour lui au moment de l'exécution de la tâche de manière transparente. On peut également faire de l'élévation en tant que profil, c'est-à-dire temporairement, je vais pouvoir autoriser mon utilisateur à être administrateur de son poste, peut-être pendant 2 heures par exemple. C'est assez rare, mais c'est possible, on peut le faire. Enfin, comme je l'ai dit, on peut alimenter des SIEM, des ITSM, on peut s'intégrer avec plusieurs IDP. Autre chose qui est importante, l'agent fonctionne également lorsqu'il est déconnecté, ce qui est plutôt pratique pour la démo puisque ma machine ne veut pas se connecter. Le principe de PM fonctionne également sur une gestion précise et programmée des exceptions. Il y a un cas général. Ce cas général, votre règle, votre politique, va adresser peut-être 80% de vos cas d'usage. C'est-à-dire 80% des applications que vous connaissez, sur lesquelles vous avez été capable de définir le comportement attendu. Et il y a toujours des exceptions. Qu'elles soient légitimes ou qu'elles ne le soient pas, ces exceptions, il faut les gérer. Et dans le processus d'exception, on va pouvoir éventuellement mettre une approbation, une validation, qui nous permet de dire si oui ou non j'approuve ou j'approuve pas. Donc on peut également faire des demandes pour les applications, exécuter une application, la faire approuver et éventuellement l'enregistrer au catalogue des applications qui sont définitivement approuvées pour l'utilisateur ou par exemple ne faire une approbation que pour une exécution ou pour un temps donné. Ça nous permet d'être précis et de garder le contrôle, de rester dans un périmètre contrôlé pour chacune des exécutions et des applications que l'on aura éventuellement accordées en exception. Enfin, l'analytique est quelque chose d'important puisque l'analytique nous permet d'ajuster la politique, donc nous permet de voir ce qui s'est passé et de définir si il est nécessaire peut-être de durcir la politique, de la rendre un peu plus flexible, de donner aux utilisateurs un petit peu plus de privilèges ou au contraire de leur en retirer. D'une manière générale, lorsqu'on met en place la solution, on est relativement flexible au départ puisqu'il est question de retirer des privilèges à des utilisateurs et on va petit à petit en fait durcir la politique pour renforcer la posture de sécurité. Le principe de politique est le suivant et on est pratiquement à la fin de la présentation. On va avoir des applications que l'on connaît, des applications de confiance qui sont connues pour être utilisées, utilisables et légitimes dans l'entreprise. Ces applications, on va pouvoir laisser l'exécution sans devoir challenger, sans devoir contester la décision de l'utilisateur. Mais plus on va monter dans la complexité des applications et dans éventuellement le risque qu'elles représentent, ou dans l'inconnu, plus on va aller vers des implications que l'on ne maîtrise pas, qui sont exceptionnelles en entreprise, plus on est sur un environnement potentiellement à risque pour lequel on va pouvoir augmenter la friction, c'est-à-dire challenger davantage l'utilisateur avec des messages de réponse qui nous permettent de comprendre pourquoi il exécute cette application et de lui demander de justifier éventuellement s'il a le droit de le faire. Pour cela, on va avoir des profils différents. Par défaut, on en fournit 3, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Des groupes, finalement, de privilèges, de familles de privilèges, si on peut dire, qui vont partager une base commune dans l'entreprise. Tout un ensemble d'applications sont communes à tout le monde. Prenez par exemple un pack Office. Tout le monde a le droit de l'utiliser dans l'entreprise. Ça va faire partie des applications qui sont approuvées et qui font partie de la base commune. Au-delà de la base commune, on va après définir des settings particuliers selon les populations. Des développeurs ou du personnel administratif n'ont pas les mêmes besoins et n'auront pas tout à fait les mêmes privilèges, et en tout cas pas sur les mêmes applications.
À partir de ces groupes en fait, d'exceptions, des groupes spécifiques sur lesquels on va définir des exceptions, on va pouvoir définir quel est le niveau de privilège des utilisateurs. Lorsque je change de groupe, je change de privilège. Et donc ici, vous avez une représentation de ce qu'on va voir dans la démonstration dans une petite minute, des différents types de réponses que l'on peut apporter à l'utilisateur lorsqu'il exécute une application. De la simple demande de confirmation, si je veux le notifier, à comment dire, une réponse beaucoup plus intrusive dans laquelle il va être obligé de demander un accord ou l'intervention d'un technicien pour pouvoir réaliser la tâche. On n'a pas définitivement fermé l'opportunité d'exécuter quelque chose, on l'a soumise à condition. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir à présent. Alors, si vous avez des petites questions, allez-y, le temps que je bascule. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'étais assez clair? Alors, s'il y a des questions, j'ai vu qu'il y avait une question au premier rang. Non? Ce n'était pas une question. C'est un refus sur l'obstacle, qu'est-ce qui se passe? Non, tenez. Merci. Ça concerne que du Windows ou alors ça marche aussi avec Mac. du Linux? Alors, sur Linux, on a une solution également, elle est distincte. Ça existe. En fait, la famille de produits, si on peut dire, l'origine du produit est différente. Celui-ci, en fait, a été vraiment pensé pour le post-utilisateur et donc a été développé sur Windows et Mac. On est vraiment sur un produit qui est natif Mac. On n'est pas sur quelque chose qui a été adapté. On est vraiment sur deux lignes, enfin, sur un produit qui a été prévu pour ces deux systèmes-là depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Linux vient en fait d'une autre acquisition qu'on a fait réaliser il y a déjà quand même une dizaine d'années également, mais pensé différemment. Il est pensé davantage administration serveur, beaucoup moins administration post-utilisateur. Même si aujourd'hui, des post-utilisateurs Linux, on en trouve. Hein. Je sais par exemple, il me semble que c'est la Gendarmerie nationale qui est passée sur Linux pour ses postes il y a déjà pas mal de temps. Certains hôpitaux, dans l'éducation nationale, on commence à voir arriver. La demande est encore assez faible. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, puisqu'on a déjà une base, mais en fait, l'environnement desktop Linux, pour le moment, n'est pas géré. Okay. Merci. Une autre question. Bonjour, vous parliez des agents pour le déploiement du coup des privilèges, etc. Est-ce que c'est les mêmes agents que le Beyond Trust de prise en main à distance, c'est-à-dire le Jump, ou est-ce que c'est un agent en plus? C'est une question piège. Non, ce n'est pas le même agent. On est sur une technologie qui est différente. Les produits peuvent être intégrés d'un point de vue administration. On a une console unifiée qui nous permet de rassembler toutes les consoles d'administration, de faire un airbag commun. Pour autant, les fonctionnements sont très différents. Il peut y avoir une intégration de l'un avec l'autre. Par exemple, vous pouvez faire une prise de main à distance dans une session et réaliser une injection de credentials dans l'agent EPM pour faire une élévation de tâches. On peut faire ce genre de choses-là. On peut l'intégrer également avec notre coffre-fort pour pouvoir faire de la gestion de comptes locaux. Donc il y a des intégrations. L'agent reste quand même différent puisque sa vocation, c'est un driver. En fait, vous avez un driver qui tourne. Il est un peu plus intrusif que l'agent de prise de main à distance qui a vocation à faire de l'affichage. Okay. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la démo et puis s'il y a d'autres questions. Allez, très bien. Je suis sur mon environnement de démonstration. Voilà. Je suis sur un Windows 11, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, pour me faciliter la vie, puisque je suis un petit peu paresseux, j'ai créé en fait des dossiers dans lesquels j'ai mis quelques applications qui ont des comportements différents. Et le but, c'est de voir avec deux profils différents qui répondent à la politique, comment en fait les exécutions d'applications se comportent. C'est-à-dire comment j'ai programmé ma politique pour pouvoir intercepter ces exécutions et quels sont les différents finalement comportements ou messages que je peux donner à l'utilisateur. Ici, je suis logué avec un profil qui s'appelle iPrivilege. Donc, c'est un groupe que j'ai créé dans lequel j'ai mis les utilisateurs qui ont le plus de privilèges dans ma politique. Ils ne sont pas administrateurs de leur poste, ils sont bien administrateurs standards. Okay. Il y a quand même un certain nombre de choses qui nécessiteraient normalement des droits administrateurs. Alors on va passer directement en fait dans la catégorie des petites applications qui normalement devraient générer un prompt UAC. Par exemple, si je lance l'application Anti-Light, elle nécessite en fait un accès au système.
Cette application a été préapprouvée, j'ai une notification en bas, elle vient de se lancer et je n'ai pas eu de prompt UAC. L'utilisateur a pu lancer sa tâche, l'élévation était automatique. J'ai mis une notification ici pour la démonstration, mais en réalité, si c'est quelque chose à prouver, je pourrais très bien même ne pas avoir de notification. L'utilisateur ne sait même pas qu'il y a eu une élévation qui a été faite sur cette tâche. Pour ceux qui sont les plus techniques d'entre vous, pour pouvoir faire ça, en fait, on manipule les access tokens Microsoft. Et donc, on peut faire de la substitution de tokens, substituer le token de l'utilisateur par un token avec des permissions plus élevées. Et on peut également créer des tokens personnalisés qui permettent d'avoir des permissions qui sont très très fines. Par exemple, juste une élévation d'exécution sans avoir une élévation sur le file system. Voici la première, donc c'était la premier exemple. On va prendre un autre exemple. Je crois que sur celui-là, j'ai mis une... Voilà, sur celui-ci, j'ai mis en fait une autre réponse possible. Alors bon, 7zip, ce n'est pas une application qui est risquée, mais vous pouvez imaginer que ce soit n'importe quelle autre application. Ici, même si mon utilisateur est quelqu'un de confiance, je lui laisse l'opportunité d'exécuter son application, mais je lui demande quand même de me fournir une raison. Cette raison, je vais la retrouver dans les logs et je vais pouvoir en fait faire de l'analytique dessus, comprendre pourquoi mes utilisateurs sont régulièrement amenés à exécuter des applications que je n'avais pas prévues. Okay. Alors comme je ne suis pas connecté, hop, voilà, ça marche. La seule chose que je ne pourrais pas vous montrer, c'est la demande d'approbation. Ça nécessiterait que je sois connecté. Très bien. On va prendre d'autres exemples. Le msconfig. msconfig, vous êtes normalement obligé... 10 minutes? Très bien. Vous êtes normalement obligé d'être administrateur. Encore une fois, vous avez un prompt UAC. Ici, j'ai mis une autre réponse. J'ai demandé à l'utilisateur de me mettre une justification, de me l'écrire, et non pas de la choisir dans une liste déroulante. Mais en plus, je lui demande de se réauthentifier. D'accord ? Alors, on va le faire à une main. Et si je ne me trompe pas, ça doit marcher. Si mes gros doigts n'ont pas tapé à côté. Et ça fonctionne. Il s'est réauthentifié. Si j'avais du Windows Hello, je pourrais dire, et que je l'utilise, je pourrais très bien dire authentification par Windows Hello. Le but ici, c'est de s'assurer que l'utilisateur qui est en train de réaliser cette tâche à privilège est bien lui derrière la machine et pas quelqu'un qui l'a usurpé. D'accord ? Donc je l'autorise à faire cette tâche, mais j'ai quand même pris, c'est une tâche peut-être dangereuse, donc j'ai mis un certain niveau de contrôle. Tout ce qui va être panneau de configuration et ainsi de suite, on va retrouver également des comportements sur lesquels des élévations sont nécessaires. Ces élévations, hop, je viens de le faire, excusez-moi, je vais en prendre une autre. Voilà, ici on a des exemples dans lesquels j'ai tout un ensemble d'actions qui nécessiteraient que mon utilisateur soit administrateur. Et là encore, je peux mettre des comportements de réponse qui sont différents et très granulaires. Par exemple, autoriser automatiquement certains outils d'administration du système. Autre exemple, dans les outils qui ont optionnellement besoin d'UAC, prenons par exemple les paramètres d'un contrôleur Ethernet. Hop, s'il veut bien se lancer. Voilà. Si je veux modifier en fait les propriétés, je suis obligé d'être administrateur. Je fais confiance à mon utilisateur et hop, automatiquement, il a eu le droit de l'exécuter. Je n'ai pas eu besoin de le challenger. Okay. Alors ici, je suis sur un utilisateur qui a un haut niveau de privilège. Par conséquent, je lui fais confiance. Enfin, c'est ma décision. Je n'ai pas dit que c'était une bonne pratique, attention. C'est ma décision dans la démonstration de dire cet utilisateur, je lui fais confiance, donc je l'ai bloqué sur rien finalement. Okay. On va passer sur un autre profil d'utilisateur à qui je fais beaucoup moins confiance. Hop. Tac, tac. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Voilà. On va passer sur un utilisateur avec un profil low privilège. Okay. Et sur cet utilisateur avec un profil à faible privilège, on va le bloquer un peu plus.
on va l'interdire de faire quelques petites bêtises, comme par exemple s'installer un Spotify. Alors c'est sympa Spotify, de la musique au travail, mais ce n'est pas un outil de production. Et Spotify a une caractéristique, alors ce n'est pas la seule, mais ce sont ces applications qu'on appelle modernes ou hybrides, qui s'installent dans le profil de l'utilisateur et qui nécessitent en fait aucun privilège. Très bien, mon Spotify, si je le lance, l'utilisateur vient d'être notifié que ça ne va rien se passer, parce que j'ai anticipé que tu étais en train de faire quelque chose qui était interdit. Dans mon cas, j'ai explicitement créé une politique pour Spotify, mais je pourrais le faire sur le comportement de l'application ou sur l'éditeur. Tout ce qui est signé de la société qui signe Spotify pourra être bloqué. Tout ce qui a un comportement qui ne me convient pas, qui a tel pattern, je vais pouvoir par exemple le bloquer. Pour autant, mon utilisateur, je ne vais pas le priver de tout, de tous ces privilèges, mais pour certains, je vais peut-être le challenger davantage. Ici, je vais lui demander d'aller me chercher une approbation. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, il faudrait que je sois connecté pour que ça fonctionne. Okay. Mais ici, lorsqu'il va réaliser une tâche qui n'a pas été prévue pour son rôle, eh bien, il va pouvoir demander une approbation. Cette approbation, elle passe en attente jusqu'à ce qu'elle soit approuvée. Mon utilisateur, dans son agent, va pouvoir voir les différentes demandes qu'il a réalisées, voir lesquelles ont été approuvées, lesquelles ont été rejetées. Ici, par exemple, il a déjà fait une demande d'approbation pour un des plugins de Wireshark. Si je vais lancer mon Wireshark, on va voir. Donc Wireshark, en fait, se lance sans élévations, mais certains drivers nécessitent une élévation. Je lance mon Wireshark, et en toute logique, hop, il demande une approbation. Voilà. Bon. Je pense que visiblement, mon approbation avait été a expiré, donc là, il a besoin d'une approbation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, pour les 3 petites dernières minutes qui nous restent, c'est d'aller voir la partie console, en espérant que je ne sois pas déconnecté. Pour aller voir la partie analytique. Dans la partie analytique, c'est ce qui nous permet de comprendre, de voir les événements qui ont été collectés par le système, de voir comment la politique a répondu et éventuellement de pouvoir ajuster la politique pour la durcir ou pour la rendre un peu plus flexible. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus particulièrement la partie analyse. Toute la configuration du système ou l'organisation des agents, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, bien que le déploiement soit orchestrable depuis la console et donc est relativement facile à faire. Donc dans la partie analytique, je vais avoir tout un ensemble de données avec quelques graphiques qui me permettent d'avoir des informations sur le volume, si ça va bien. Voilà. Donc j'ai des graphiques qui me permettent de voir quelles ont été les demandes, les volumes de demandes, des applications qui ont été demandées, combien de fois ça a été approuvé, rejeté, avoir des informations sur qu'est-ce qui a été bloqué, qu'est-ce qui a été élevé, ainsi de suite. Je vais pouvoir voir des informations plus détaillées sur les événements. Ici, par exemple, j'avais fait des recherches lorsque j'avais fait une politique pour NVIDIA. Et donc, je peux voir, en fait, à chaque fois que j'ai installé NVIDIA, lancé le package. Je peux également trier par utilisateur et par application. Et on va s'arrêter là-dessus, les statistiques de mes utilisateurs, sur lesquels je vais pouvoir voir quels sont les systèmes qu'ils utilisent, quels sont les événements qu'ils ont générés, pour pouvoir affiner ma politique. Fin de la présentation. Merci beaucoup, Jérémy Cloy.